Chers élèves, nous poursuivons notre cours sur la décolonisation. Tout à l'heure, nous avons vu les types de la décolonisation et nous avons parlé de la décolonisation pacifique ou non violente. Et maintenant, nous allons parler de la décolonisation violente. Et de cette décolonisation violente qui fait parfois intervenir les armes, la force, c'est une décolonisation qui se fait par la force. Et donc même la guerre peut être un moyen pour mettre fin à l'emprise coloniale, Alors, nous allons parler de l'Indochine. Et cette fois-ci, nous avons comme colonisateur la France. Dans la décennie qui suivait la Deuxième Guerre mondiale, la presque totalité des colonies de l'Asie du Sud, de l'Asie, était presque libre. Tous les États presque avaient accédé à leur indépendance. Cependant, la décolonisation fut particulièrement difficile en Indochine. Nous avons l'Indochine sur cette carte, l'Indochine française. Et l'Indochine qui est passée sous la colonisation française depuis la deuxième moitié du XVIIIe siècle est composée de 3 territoires, à savoir le Laos, le Cambodge et le Vietnam. L'Indochine française est formée de 3 territoires ou de 3 colonies, le Laos, le Cambodge et le Vietnam. Mais ce qui va nous intéresser dans cette décolonisation violente, c'est le Vietnam. C'est le Vietnam. Parce que le Vietnam, en réalité, la décolonisation va même déborder le cadre colonial pour devenir une guerre où les influences internationales vont être impliquées. Alors, nous ne pouvons pas parler du Vietnam sans parler de sa division territoriale. Le Vietnam est divisé au nord par le Tonkin, dont la capitale est Hanoï. Au centre, vous avez l'Annan, dont la capitale est Hue. Et au sud, vous avez la Cochinchine, dont la capitale était Saigon, qui est devenue plus tard, la Cochinchine qui est devenue plus tard Ho Chi Minh Ville. À quel moment les mouvements nationalistes vont prendre l'ampleur en Indochine, plus particulièrement au Vietnam? C'est à partir de 1930, donc après la Première Guerre mondiale, les mouvements nationalistes vont commencer à s'organiser. Mais c'est l'année 1930 qui est l'année la plus décisive. Pourquoi l'année 1930? Parce que 2 actions vont être menées contre le colonialisme. La première action est une mutinerie dans une garnison. C'est à la garnison de Yen Bai. C'est-à-dire qu'il y a eu un soulèvement, il y a eu des troubles dans cette garnison. En ce moment-là, ceux qui ont provoqué cette mutinerie, c'est le parti national, le VQNDD, le VNQDD. Le VNQDD va provoquer cette mutinerie. Malheureusement, cette action se solde à un échec. Alors, les principaux dirigeants sont arrêtés et le parti est dissous. Maintenant, il y aura la même année 1930
une deuxième action. Et cette action, en réalité, c'est la marche de la faim. Cette action est menée par le Parti communiste. Qui est le président du Parti communiste? Le président du Parti communiste est Nguyen Ta Thian. Ça, c'était son nom d'origine, c'est son vrai nom, Nguyen Ta Thian. Nguyen Ta Thian est né en 1890. Déjà, il a étudié dans les écoles de la métropole, notamment, il est parti en France en 1911, donc la veille de la Première Guerre mondiale. En 1920, il intègre le Parti communiste français, mais il séjourne également en URSS et en Chine. Et de là, il prend le nom de Nguyen Ai Quoc. Nguyen Ai Quoc, Ai Quoc signifie le patriote, Nguyen le patriote. Alors, il va mener, une fois rentré chez lui, il va mener en 1930 la deuxième action contre le colonialisme. Cette action, j'ai dit tout à l'heure, c'est la marche de la faim. Et cette marche consiste à occuper des plantations coloniales françaises. La répression est très forte. La répression est très forte. Nguyen Ai Quoc est obligé de fuir en Chine. Il est obligé de s'exiler en Chine. Certains responsables sont jetés en prison. Le Parti communiste est dissous. Mais malgré la dissolution du Parti communiste, certains membres s'organisent dans la clandestinité. Ils s'organisent dans la clandestinité et l'armée française est en train de s'aimer la terreur. Malgré la répression, il existait déjà, la veille de la Deuxième Guerre mondiale, au Vietnam, des cellules communistes prêtes à un soulèvement généralisé. Alors, lorsque la Deuxième Guerre mondiale intervient, un mois plus tard, la France capitule. Nous sommes en 1940. La France capitule. Alors, les Japonais qui régnaient dans le Pacifique, les Japonais qui étaient maîtres du Pacifique, vont également occuper le Vietnam ou l'Indochine. Ils vont occuper l'Indochine. Ils vont installer une administration parallèle, une administration coloniale parallèle à l'administration française. Alors, en ce net moment, face à cette double occupation coloniale, les Vietnamiens sont obligés de s'organiser. Ils doivent s'unir pour former un front commun contre les occupants, c'est-à-dire l'occupant français et l'occupant japonais. Ce front commun porte le nom du Viet Minh, c'est-à-dire le Front de libération nationale du Vietnam. Ce mouvement est dirigé par Nguyen Ai Quoc, bien qu'il soit en exil. Je dis bien qu'il est parti en exil parce qu'il était condamné à cause de la deuxième action contre le colonialisme, la marche de la faim. Alors, tous les militants, que ce soit ceux qui étaient dans le VNQDD et ceux qui étaient au Parti communiste, ils vont se fusionner, ils vont former un mouvement appelé le Viet Minh. Mais en 1944, la France est libérée. Quand la France est libérée, le Japon est déjà affaibli. Parce que le Japon est en guerre avec les États-Unis qui sont rentrés en guerre parce que leur base militaire avait été bombardée. Alors, en ce net moment, le Japon est en train de perdre. Et qu'est-ce qui va se passer? Le Japon, en quelques heures, lorsque la France est libérée, le Japon balaie en quelques heures l'administration française au Vietnam. Et pour éviter une autre condamnation internationale, ils vont mettre à la tête du Vietnam un Vietnamien au nom de Bao Dai,
qui sera leur homme de main. Face également à cette situation où Baodal sera une marionnette pour les Japonais, alors qu'est-ce qui va se passer? Le Viet Minh mène l'action, une insurrection générale contre Baodai, et Baodai tombe. Quand Baodai tombe, en septembre 1945, puisque le Japon aussi est vaincu à cause de ces 2 bombes atomiques sur Hiroshima et Nagasaki, et le 2 septembre 1945, Nguyen Ai Quoc, qui est devenu, depuis 1945, il est devenu Ho Chi Minh, qui signifie celui qui éclaire. Alors, il va proclamer l'indépendance du Vietnam et la naissance de la République démocratique vietnamienne. Maintenant, après cela, les Français qui se disent avoir des droits sur le Vietnam se disent non, 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 nous n'allons pas laisser la situation telle qu'elle se présente. Il faut que nous puissions négocier avec les indépendantistes. C'est en ce moment-là que une conférence est programmée à Fontainebleau le 6 mars 1946. Alors, ils se regroupent, ils se retrouvent, ils signent des traités, mais qui ne donnent pas satisfaction ni à la France, ni aux Vietnamiens. Parce que pendant cette rencontre, la France reconnaît le Vietnam comme un État libre, mais faisant partie de l'Union française, ce qui est contraire aux aspirations de la liberté. Alors, en ce moment-là, en France, on reproche ceux qui ont signé ces accords de faire trop de concessions. De la même manière, également, les Vietnamiens reprochent à leurs partisans de faire également trop de concessions. Mais les provocations sur le terrain vont se multiplier. Les provocations vont se multiplier sur le terrain et finalement, les Français vont bombarder Haiphong. Ils vont bombarder la ville de Haiphong. En ce moment-là, ce bombardement va faire près de 6 000 morts. Alors, le Viet Minh occupe les quartiers européens. Quelques officiers français sont tués et 200 civils français sont pris en otage. Et finalement, les Français cherchent la négociation. Ils cherchent la négociation. Finalement, comme prétexte, ils pensent aussi qu'il faut attaquer, il faut mettre fin à cet État. C'est en ce moment-là qu'ils vont aller chercher leur homme de main, notamment celui que les Japonais avaient déjà placé, Baodai. Alors, ils vont le mettre à la tête du Vietnam. Mais la guerre entre les Français et les Vietnamiens va se dérouler en 2 phases. La première phase va de 1946 à 1950 et la deuxième phase qui se solde par la débâcle française à Dien Bien Phu va de 1951 à 1954. Alors, pendant cette période, Baodai doit diriger, mais la guerre est toujours là. Le Vietnam ne se laisse pas faire. Les Français luttent contre un État qui se trouve, ou contre un peuple qui se trouve chez lui. Le peuple connaît bien le terrain, la nature est très favorable pour eux. À côté de la guerre classique, il y a également la guérilla. Il y a la guérilla. Les Français n'arrivent pas à mettre fin devant la guérilla. Et en 1950, il y a des influences internationales parce que c'est la période de la guerre froide. Je vous avais dit que les États-Unis étaient anticolonialistes, mais pour des raisons idéologiques, parfois ils soutenaient le colonialisme. C'est pour cette raison que les États-Unis vont se placer du côté de la France. Mais à cause de la guérilla
et la guerre classique que pratique le Vietnam ou les Vietnamiens, alors la France n'arrive pas. C'est ça leur dernière débâcle à Dien Bien Phu, où les Français ne peuvent plus avancer devant un peuple qui connaît pourquoi ils luttent. Ce peuple lutte pour la libération de leur pays. Mais les Français, qu'est-ce qu'ils ont comme référence en ce moment-là? Alors, les Vietnamiens sont encore plus déterminants. Alors, lorsque les Français capitulent à Dien Bien Phu, les Américains poursuivent la lutte. Ils continuent à soutenir, Bao Dai. Mais déjà, nous avons dit que à partir de 1950-1951, cette guerre va prendre une nouvelle tournure. Pourquoi? Parce que il y a ce qui se passe sur le plan international, notamment la guerre froide, ou sur le plan où les idéologies vont également intervenir. Alors, en ce moment-là, si les États-Unis soutiennent Bao Dai, la Chine qui est à côté va également porter son soutien au Viet Minh qui est communiste, et va également en dehors de la Chine qui vient d'être proclamée la République populaire de la Chine, qui va soutenir ses amis communistes. Il y a également l'URSS. L'URSS apporte également une aide considérable au Vietnam, notamment au Viet Minh. L'URSS apporte une aide considérable au Viet Minh. La Chine est à côté. L'URSS est également à côté par rapport aux Américains, bien que leur base se situe dans cette partie de l'Asie, notamment dans le Pacifique, parce qu'ils étaient en guerre contre le Japon. Alors, ils interviennent, mais l'efficacité sur le terrain est différente. C'est ça qui fait que lorsque les Français ont négocié, il fallait bien qu'il y ait des élections, qui pourra faire que le Bao Dai puisse, le Viet Minh et Bao Dai puissent décider de l'union du Vietnam, puisque les Français avaient placé Bao Dai dans la partie sud du pays, notamment la Cochinchine, que vous avez ici, la Cochinchine. Alors, les élections devaient se produire, mais les Français voyaient le danger, puisque le Viet Minh était très fort, parce que là, il était renforcé par les paysans. Alors, ils ont vu le danger. Si on organise les élections, il y aura réunification du Vietnam. Alors, ils ont incité Bao Dai de ne pas, le ministre de Bao Dai, le premier ministre de Bao Dai, de ne pas accepter les élections et de proclamer l'état de la Cochinchine. Face à cette situation, il y aura la guerre de la réunification du Vietnam. Même avec la présence des Américains, les Américains n'ont pas pu. Jusqu'en 1973, la guerre qui était une guerre coloniale, qui avait changé de forme à cause de l'influence internationale. Alors, l'ampleur de cette guerre fera que le Viet Minh puisse remporter la victoire, parce qu'il y avait aussi l'aide soviétique, l'aide chinoise sur le Vietnam. Et la victoire était du côté du Viet Minh. Finalement, les Américains ont également subi leur débâcle. Les Américains ont également subi leur débâcle au Vietnam. Finalement, la guerre terminée et le Vietnam devait être un pays libre. Voilà ce que nous pouvons dire sur la décolonisation violente, notamment les Français qui sont intransigeants, et que cette victoire du peuple vietnamien va également avoir des répercussions sur d'autres territoires encore colonisés. Déjà, la victoire contre la France en 1954 va inciter le peuple algérien à poursuivre leur lutte
pour l'indépendance. Et les autres pays aussi vont continuer dans cette même volée. Alors, d'autres pays, par exemple, les pays africains qui étaient encore sous le joug colonial, vous savez, c'est en 1973 que les Américains vont quitter définitivement le Vietnam, mais il y avait encore d'autres pays colonisés comme l'Angola, il y avait encore le Mozambique, il y avait encore le Zimbabwe et l'actuelle Namibie qui était encore colonisé à cette époque. Donc cela va leur donner la force pour croire que en réalité l'impérialisme était vulnérable. Alors voilà un peu ce que nous pouvons dire sur la décolonisation violente où on a vu que c'est la France en réalité qui pratiquait, dans la plupart des cas, nous voyons la France toujours en guerre contre les aspirations nationalistes. Voilà notre cours sur la décolonisation, sur les types de décolonisation. Je vous remercie.